Bonjour à tous, cet épisode va décrire les types d'objectifs qui existent sur le marché. Maintenant que vous connaissez les fondamentaux grâce à l'épisode 1, vous devriez être capable de choisir l'optique la mieux adaptée à vos besoins à la fin de cette vidéo. On va donc là aborder le sujet des montures. Première étape, choisir le type de monture de l'objectif. Elle doit correspondre à celle de votre cam. Pour des raisons marketing, chaque fabricant offre sa propre monture. Les boîtiers Nikon proposent soit des montures F ou Z, Canon des montures EF ou RF, Sony des montures E, etc. Il y a aussi des montures génériques adoptées par un consortium de fabricants. C'est le cas des montures PL, destinées aux caméras de cinéma haut de gamme. Et des montures à baïonnette de type B4. Les B3 sont plus anciens pour les caméras de télévision. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on trouve sur le marché, c'est les B4. Comme ici, pour la monture que l'on trouve sur les caméras ING. Là aussi, j'ai un objectif avec une monture B4. Vous pourrez parfois utiliser des adaptateurs que vous visserez sur votre cam et qui vous permettra de passer d'une monture à une autre. Une cam Sony pourra par exemple utiliser un caillou Nikon ou inversement. Idem avec les autres marques. Voici un exemple d'adaptateur proposé par le fabricant MTF et qui permet de monter des cailloux B4 sur une monture E-mount. L'étape suivante, c'est de s'assurer que la taille du plan focal, c'est-à-dire le capteur de l'image, corresponde à la taille de l'image projetée par l'objectif. Voici les tailles de capteurs les plus communs que l'on trouve sur le marché. Les tailles de capteurs que l'on appelle les pleins formats, les Super 35, des capteurs propres au monde des DSLR comme l'APS-C, le FX, les micros 4/3 pour les caméras Blackmagic et 2/3 inch ou 2/3 pouce pour les caméras ING. Maintenant que vous savez quelle monture choisir et que vous connaissez la taille de votre capteur, il vous faudra choisir le type d'objectif, soit un caillou à focale fixe, soit un zoom. Les focales fixes, qu'on appelle prime en anglais, ont l'avantage d'être plus légers, plus rapide, c'est-à-dire une ouverture de diaph plus grande, typiquement c'est des T2, T1.5, donc très utile lors des tournages en basse lumière, et surtout très sympa pour les profondeurs de champ très réduites. Vous pouvez vous référer au premier épisode pour ceux qui ont manqué la théorie, et on peut comme ça obtenir de très jolis bokeh, ce qu'on voit en arrière-plan d'une image. L'inconvénient, c'est qu'il vous en faut plusieurs pour couvrir vos besoins. Autant en fiction, c'est jouable, puisqu'on a le temps de changer d'objectif entre deux prises. Autant en documentaire et captation multicaméra, c'est loin d'être le cas. L'action se déroule à l'instant où la prise de vue est faite. On ne peut donc pas interrompre, mettons, un tournoi sportif ou le déroulement d'un événement médiatique pour changer d'objectif. Votre choix va donc tenir compte du type de tournage que vous faites. Les primes les plus utilisés sont ceux que l'on voit là, le 20, le 25, le 35, le 50, donc, qui est le modèle standard, suivi des téléphotos 85 et 115 mm. Les zooms, quant à eux, existent en plusieurs versions. Il y a ceux que les journalistes utilisent, on les appelle les zooms ING ou JRI en français. Ils sont la plupart du temps en monture B4, donc à baïonnette. Attention, il faut aussi que l'objectif corresponde à la taille du capteur de la caméra. Je m'explique. Les caméras ING existent soit avec des capteurs 1/3, 1/2 ou 2/3 de pouce. Donc l'image projetée par le zoom doit couvrir ces plans focales. Ici, j'ai un zoom pour caméscope au capteur 2/3 de pouce. Ils sont équipés d'un zoom rocket pour changer les focales de manière fluide. On pourra ajuster la vitesse du zoom grâce à cette fonction.
mais aussi de basculer en mode manuel pour rapidement cadrer sans avoir à puiser la batterie. Ici, le diaph ou l'iris peut être débrayé en mode manuel si l'on veut gérer soi-même les ouvertures ou alors le laisser en mode auto pour qu'il fasse ça de manière automatique. Certains zooms disposent d'un doubleur de focale. Sur celui-ci, c'est un 2 fois, donc le 26 devient un fois 52. Là, on a un zoom photo que je déconseille pour la vidéo, mais qu'on pourrait utiliser. Par exemple, si j'ai une cam Nikon avec une monture F, on peut utiliser ce zoom. L'inconvénient d'un zoom photo, c'est que sa bague de mise au point, qui n'a pas de butée, tourne à l'infini. Donc c'est très très difficile de maintenir le point pendant que le sujet bouge. La bague tend à tourner à l'infini, c'est quasiment impossible d'être très précis. C'est peut-être pour ça que les photographes shootent en mode autofocus. L'autre bémol, c'est que les ouvertures sont crantées, si bien qu'à chaque fois que je change de valeur, l'image s'assombrit et ça se voit. Impossible de gérer le diaph de manière fluide et quasi invisible. Le changement d'ouverture est perçu à l'image et ça, c'est vraiment un inconvénient. Il n'y a pas de zoom rocket non plus, donc on ne peut pas zoomer de manière très fluide. Et surtout, encore une fois, il est impossible de garder le point d'une extrémité à une autre. Typiquement, avec un zoom de télévision ou de cinéma, l'opérateur zoom all the way in, fait son point, puis il zoom out pour cadrer. Cette procédure ne peut pas se faire avec un zoom photo. Aussitôt que vous recadrez, le point est perdu. Je le déconseille donc pour ceux qui veulent faire de la vidéo. Les zooms PL, quant à eux, n'ont pas de zoom ratio aussi vaste que ceux des caméras ING ou des caméras plateau. Typiquement, on les trouve en x2 ou x5, rarement plus. En fiction, de toute manière, on contrôle son environnement. C'est-à-dire que l'emplacement des sujets filmés, il est prévisible. On préfère alors se déplacer vers le sujet grâce à un travelling que d'utiliser un zoom qui risque d'écraser les sujets placés en arrière-plan, sauf si c'est l'effet recherché. Ce genre d'objectif répond à un cahier des charges très drastique. Aucune imperfection n'est tolérée et surtout lorsqu'on projette sur le silver screen, l'écran de cinéma. De par sa taille, il va accentuer chaque défaut. D'où le coût très élevé de ce type d'objectif. Donc évidemment, vous ne verrez jamais la différence depuis l'écran de votre ordi, mais sur un écran de plusieurs mètres de large, toutes les petites aberrations chromatiques, les contours trop soft, le vignettage, etc. Va être amplifié. Pas de servo zoom non plus, même s'ils existent en option, ça reste rarement utilisé pour des raisons évoquées un peu plus haut. Les zooms studio, ils sont utilisés en multicam, typiquement lorsqu'on filme des émissions télé, en studio ou depuis un car régie. Et ils répondent aussi à un cahier des charges tout aussi drastique que ceux du cinéma. Les éléments qui constituent ce type d'objectif sont de premier choix, aucune imperfection ou même le moindre défaut peut être toléré. Encore une fois, on va là privilégier les qualités optimum pour un coût de fabrication très peu élevé. Les fabricants ne recherchent pas à faire des objectifs légers, compacts et abordables, comme c'est le cas pour les caméras ING, mais c'est la qualité qui est le mot d'ordre et le prix est encore une fois très élevé. Ce genre d'optique coûte jusqu'à $250 000. Bref, on est ici dans une toute autre catégorie d'animaux. Dans le prochain épisode, je parlerai un peu plus en profondeur sur les objectifs ING. C'est un épisode qui sera destiné aux professionnels avec un petit label sur le coin de l'écran qui indiquera la cible type.
Donc vert pour les novices, orange pour les amateurs et rouge pour les professionnels. Si vous avez des questions, je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Libre à vous de laisser un mot d'encouragement dans la section des commentaires, ça fait toujours plaisir et à bientôt.